Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du 5e quart. Avant de commencer, si jamais tu aimes le podcast, le meilleur moyen de m'aider, c'est de partager le podcast soit à un autre entraîneur, à un ami ou sur tes réseaux sociaux. C'est de loin la manière qui m'aide le plus. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Hugo Boisvert, qui est un entraîneur universitaire en Ontario. C'est un coach qui a choisi de prendre un chemin qui est pas facile pour vivre de ses rêves. Vous allez voir, ça va être un épisode qui est passionnant. On parle ensemble de ce que ça veut dire de vouloir vivre du basket, des risques qu'il a pris, puis de la vision qui va guider son parcours. Bonne écoute à tous. Je laisse Hugo se présenter. Je me présente en fait, mon nom c'est Hugo Boisvert. Je suis nouvellement l'entraîneur-chef à l'Université Ontario Tech du côté féminin. Donc on est en Ontario, on est situé à Oshawa. Donc on compétitionne dans la OUA, la Ligue universitaire ontarienne. Et puis globalement, mon parcours, là, ça fait quelques années que je suis dans le basket universitaire. Là. Avant ça, j'étais entraîneur-chef pour les 2 dernières années à l'université Lakehead à Thunder Bay. Et puis avant ça, j'ai été impliqué avec le Rouge et Or de l'Université Laval où j'ai travaillé pendant quelques années avec Guillaume Giroux chez les filles, puis aussi 2 ans avec Nathan Grant chez les gars. Donc, c'est un peu mon parcours au niveau universitaire. Ok, super. On va commencer par le tout début. Pourquoi tu as décidé de devenir coach? Ça a commencé comment tout ça? Ouais. Écoute, je pense que comme la plupart des entraîneurs, initialement, c'était par passion, à cause, tu sais, grâce à tout ce que ce sport-là m'a amené personnellement. Puis le basket a toujours occupé une place prédominante dans ma vie, je dirais. Comme après ma carrière de joueur, ma courte carrière de joueur, j'ai joué au Cégep Montmorency, moi, pendant 2 ans, en Division 2. Puis suite à ça, je me suis lancé dans le coaching. Principalement justement parce que je voulais garder la game dans ma vie, puis c'était quelque chose qui était super important pour moi, c'était par passion, initialement. Puis je pense qu'après, quand tu commences à coacher, avec l'expérience, puis avec les années, tu comprends l'importance du rôle, tu comprends l'impact du rôle. Puis, en tout cas, moi, de mon expérience, avec le temps, j'ai gagné tellement de respect pour cette profession-là, tu sais. Puis, on dirait que c'est venu... ça allait chercher un autre côté qui était pas juste la passion pour moi personnellement, mais de quel genre d'impact que tu peux avoir sur des gens qui est significatif, qui est tangible. Donc, après, quand tu rejoins ces deux aspects-là, c'est là que c'était un no-brainer que c'est ce que je voulais faire de ma vie. Ok. Puis quand tu commences à coacher, tu commences où? À quel niveau? Ouais, j'ai commencé. En fait, moi, j'étais un gars de la Rive-Nord, j'étais un gars de Laval initialement, puis c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai joué mon basket. J'ai commencé à coacher sérieusement au Collège Laval, qui est un collège privé sur la Rive-Nord. J'ai coaché là-bas pendant 7 ans. Donc, j'ai commencé, puis je te dirais assez rapidement, on m'a donné les règnes de l'équipe juvénile Division 1 du côté masculin. Donc, ça a été l'équipe que j'ai coachée pendant la majorité de mon parcours là-bas. Puis, avec le temps aussi, tranquillement, je prenais des responsabilités comme responsable du programme, comme coordonnateur basket. C'était Francis Nadeau qui était là avant à l'époque, qui gérait le programme. Donc, tranquillement, il me délaissait des responsabilités. On a géré ça un petit peu en collaboration pendant quelques années. Puis dans mes dernières années là-bas, j'avais le double mandat. Là. J'étais le responsable du programme et l'entraîneur-chef de la Division 1. Ça a été une super belle période. Tu sais, quand je le regarde avec du recul, je pense que le collège, pour moi, ça a été un super beau laboratoire, puis une chance pour moi d'expérimenter puis d'essayer plein de choses. Puis on m'a mis dans des positions rapidement, à jeune âge, que j'étais franchement pas prêt pour ces positions-là. Tu sais, je pense que je vais avoir à peu près 21 ans quand on m'a donné l'équipe juvénile Division 1. Puis là, soudainement, tu sais, je me retrouve à coacher contre un David Levasseur à SSF, un David Kirouac à Trois-Rivières, un Louis Couture à CCL. Tu sais, des coachs qui ont de l'expérience derrière la cravate, des coachs que je respectais énormément. Ça m'a forcé à me développer rapidement. Justement, ça m'a permis d'essayer plein de choses, que ce soit au niveau tactique ou au niveau de planification d'entraînement, etc. Donc, ça a été la première étape, si on veut. Puis suite à ça, j'ai eu l'opportunité justement d'aller travailler avec Guillaume à l'Université Laval. On s'était côtoyés un petit peu dans des Avant? cliniques d'entraînement.
entraîneur. Avant de Ouais, rentrer excuse-moi. dans ton parcours, là, où est-ce que tu tombes un petit peu coach universitaire, je vais juste continuer au secondaire. Tu m'as parlé que tu as eu la chance d'expérimenter beaucoup. C'est quoi le genre de truc que tu as commencé à expérimenter dans ces années-là? Ouais, je te dirais différentes manières de gérer les entraînements, tu sais, comment est-ce que quel genre de culture on va établir dans notre équipe. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui essayait de s'actualiser beaucoup puis d'aller chercher de l'information. Fait que, tu sais, au niveau système de jeu aussi, on essaye des choses défensivement, offensivement. On essaye, on se plante, on scratch puis on essaye autre chose. Fait qu'un peu de ce côté-là. Ok. Bon, à partir de là, je te laisse continuer. Là, tu nous parlais que là, tu arrives à l'université avec en assistant à Guillaume, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. J'ai eu l'opportunité d'aller là-bas. Puis essentiellement, ça l'impliquait de laisser mon poste en éducation physique parce que éventuellement, j'ai été engagé comme enseignant aussi au Collège Laval. Donc, à ma dernière année, j'ai travaillé comme éducateur physique là-bas. Ça fait combien de temps à ce moment-là que tu commences à coacher? Ça fait à peu près comme je te dis, c'est à peu près un 7 ans là, au collège, donc un 7-8 ans là, de coaching à ce moment-là, à ce stade-ci de ma carrière. Puis, c'est ça, ça a été une décision de dire, OK, est-ce que je fais le saut puis je m'en vais à temps plein? Puis, le travail à l'Université Laval n'était pas un job à temps plein, le job d'adjoint. Donc, j'allais devoir compléter là, avec autre chose. J'ai éventuellement travaillé dans un sport-études aussi dans la région de Québec. J'ai travaillé à la seigneurie pendant ces années-là aussi. Donc, ça l'impliquait de faire ce move-là, mais j'étais à un point dans ma carrière où je me disais, je veux apprendre de quelqu'un qui a été là, qui fait ce que je souhaite faire éventuellement, qui a eu énormément de succès. Guillaume, j'ai énormément de respect. C'est quelqu'un qui est devenu un super bon ami. Là. Il y a quelqu'un avec qui je pense qu'on a eu des super belles années à travailler ensemble. Et non, l'opportunité d'aller là-bas, puis je me suis dit, regarde, je veux apprendre. Comme je te dis, j'étais rendu à un point où j'avais expérimenté beaucoup, puis ça avait été bénéfique. Mais après, là, je voulais comme, OK, je veux apprendre un petit peu plus. Je veux voir le day-to-day, à quoi ça ressemble. Fait que ça a été ça le move un petit peu pour aller à Québec. Là. Probablement, c'est un sacré défi là, de quitter ta job de prof d'édu puis de se dire, bon, ben, super, maintenant, je m'en vais dans de l'instabilité. Parce que tu en as parlé, effectivement, à Laval. Je sais pas aujourd'hui, je pense que je me trompe pas, mais il n'y a toujours pas de poste d'adjoint en plein. Puis c'est pas les plus gros salaires d'adjoint non plus comparé aux autres universités. Fait qu'à ce moment-là, tu prends un risque. À quel moment tu t'es dit, OK, moi, ce que je veux, c'est coacher universitaire? C'est-tu arrivé tôt dans ta carrière? C'est-tu arrivé un petit peu plus tard? Euh, ben, je te dirais que l'objectif était initialement de vouloir vivre du basket. Pour moi, personnellement, je voulais vivre de ça, je voulais vivre de ma passion. Euh, Pas nécessairement spécifiquement au niveau universitaire. J'avais pas, ça s'est développé un petit peu après. Tu sais, quand je suis arrivé au niveau e-sport, tu sais, là, j'ai réalisé que c'était un peu plus l'objectif réaliste. Mais tu sais, je me fermais pas de porte. Tu sais, est-ce que c'était un travail à temps plein dans un sport-études? Tu sais, pour moi, ça le faisait aussi initialement. Je me disais, hey, tu sais, je gagne ma vie du basket. Est-ce que c'est une job à temps plein pour coacher universitaire, tu sais, comme adjoint, comme head coach? Euh, donc, c'est ça, tu sais, j'ai jamais été quelqu'un qui était très rigide dans sa fixation d'objectifs. Je suis pas comme ça, comme personne et comme entraîneur aussi. Là, je suis pas quelqu'un qui est vraiment, tu sais, qui croit à dire, OK, dans 2 ans, on veut être là, dans 3, tu sais, notre objectif, c'est on veut gagner tant de games. Tu sais, je suis beaucoup plus quelqu'un qui est axé sur le processus, sur le jour, le day-to-day, puis contrôler ce que je peux contrôler. Donc, je te dirais, c'était beaucoup plus avec cette mentalité-là, puis de fil en aiguille, de voir des opportunités qui se présentent, puis de dire, hey, ça peut être intéressant, go, ça me tente. Fait que c'est un peu plus de ce côté-là. T'avais-tu une famille à ce moment-là? C'est aussi un risque de se dire, bon, ben, je bouge tout le monde, t'es toute seule, puis... Non, ça, c'est quelque chose qui m'aidait, là. J'avais cette flexibilité-là. J'avais pas personne à ce moment-là. Donc, j'étais dans un moment aussi personnellement où je pouvais faire un move comme ça. Puis je l'ai pas regretté. C'était des super belles années, man. C'était vraiment le fun. Quand t'arrives universitaire, tu passes combien de temps avec les filles? Tu me dis 2 ans avec les gars, mais combien de temps avec les filles? C'est quoi ta job un petit peu
ton rôle là-bas? J'ai fait 4 ans avec les filles, puis j'ai fait 2 ans, je te dirais, en plein milieu de ça, là, avec les gars. Puis je dis 2 ans, mais à travers ça, je pense qu'une de ces années-là, c'était l'année COVID. Donc essentiellement, c'était vraiment une saison où j'ai eu le double mandat, puis c'était juste une année de fou, là. C'était une année de fou parce que j'étais encore une fois, j'étais encore à temps plein au sport-études aussi à ce moment-là. Donc avec les 2 clubs, c'était juste trop, là. Tu sais, j'adorais ça, puis tu sais, j'ai trippé, mais c'était beaucoup. Essentiellement, si tu me parles de mon rôle un petit peu, c'est sûr que ça s'est développé avec les années, là, quand on a appris à se connaître, moi puis Guillaume. Une des choses que j'ai apprécié de travailler avec lui, c'est, tu sais, malgré toute l'expérience, tout le bagage qu'il y avait. Puis, je veux dire, tu peux t'attendre à... Tu regardes le CV d'un coach comme ça, puis tu te dis, OK, tu peux t'attendre à ce que ça va être à sa façon que ça va se passer, puis on n'aura rien à dire, puis c'est correct, là, ça fonctionnait. Mais non, tu sais, à ma surprise, il était tellement ouvert à échanger, à des nouvelles idées. Puis éventuellement, le rôle que j'ai pris de ce côté-là, c'était beaucoup plus du côté offensif du ballon. J'étais, tu sais, à mes dernières années, plus presque le coordonnateur offensif, je dirais, là, où on gérait plus l'attaque, je gérais les situations spéciales aussi, sorties de balles de fin de match, etc., etc. Beaucoup dans le scouting aussi, de préparation de match pour les adversaires. Je te dirais que c'était pas mal mes mandats principaux, là. OK. Puis après tes 4 années là-bas, c'est là que tu te fais offrir un petit peu une job. Comment ça se passe, ça, ce processus-là? Écoute, c'est drôle. C'est presque par chance aussi, tu sais, parce que j'avais pas nécessairement de contact de ce côté-là. Tu sais, les Kids, c'était à Thunder Bay aussi, en Ontario. En fait, on m'a contacté c'était par des contacts mutuels que j'avais avec la personne qui était en charge de chercher des candidats pour le travail. Puis cette personne-là m'a contacté en me disant, écoute, on a une ouverture de poste, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Puis moi, j'étais comme, oui, go. Avant même de faire mes recherches, j'étais comme, oui, go, ça me tente. Puis après ça, ben ouais, de fil en aiguille, c'est le processus d'entrevue un petit peu, puis de comprendre un petit peu la situation dans laquelle je m'en allais. Puis non, ça a été vraiment une belle expérience. C'est beaucoup d'apprentissage. Tu sais, je l'ai entendu beaucoup avant d'être entraîneur-chef, de, tu sais, tout le monde qui disent que gars, tu peux jamais te préparer tu sais, à ce que ça va être quand tu vas changer de chaise, puis quand tu vas être dans la chaise du head coach. Tu sais, il y a des choses que tu peux juste pas te préparer. Puis c'est 100% vrai. Tu sais, il y a tellement de choses à quoi tu penses constamment, puis qui vont au-delà du basket, qui vont au-delà de ta saison actuelle. Donc, ça a été tous ces apprentissages-là aussi, je pense. Je pense que côté basket, j'étais prêt. Dans le sens où je me suis préparé beaucoup pour ça, puis je savais où je m'en allais côté philosophie, puis côté comment on allait jouer sur le terrain. Mais tu sais, c'est tous les autres aspects autour de ça où il y a eu beaucoup d'apprentissage dans les 2 dernières années. Ça a été quoi tes principaux défis là, quand tu arrives à Lakehead? Ben, c'est sûr, le recrutement. Le recrutement est un défi là-bas, juste de par où est-ce qu'on était situé géographiquement. C'est assez isolé quand même, Thunder Bay. Donc, le recrutement était un défi. C'était de trouver des manières de... Tu sais, pour moi, j'arrivais du Québec, puis tu sais, j'avais un gros réseau de contacts au Québec. Il fallait que je me bâtisse ça un petit peu. Tu sais, j'avais des contacts en Ontario quand même un petit peu, mais je devais me bâtir des contacts, je devais me bâtir un lien de confiance avec des coachs au niveau high school, au niveau des clubs au SBA, Jewel, etc. Puis mon défi, je te dirais, c'était... Étant donné où est-ce qu'on était situé, j'avais pas la proximité avec ces programmes-là. Donc, tout se faisait à distance. Donc, c'était difficile parce que je pouvais pas aller... Moi, je voulais me pointer dans le gym, je voulais aller rouler une pratique avec ces programmes-là, échanger avec le coach. Puis, je pouvais pas nécessairement le faire parce qu'on était à distance. Donc, je pense que ça m'a aidé parce que ça m'a aussi donné des outils sur comment recruter à distance, travailler par Zoom, mais être capable de quand même créer un lien de confiance, puis de vendre ton programme de cette façon-là aussi. C'est des choses qui m'aident, c'est des outils que j'ai maintenant dans mon sac. Puis après, il y a tout l'aspect aussi
Il y a tout l'aspect financement aussi au niveau universitaire, tu sais, qu'il faut garder en tête. Fait que ça aussi, c'est de gérer ces choses-là, c'était des choses nouvelles là, pour moi. Puis Loïc qui en parlait, c'est un petit peu plus au niveau collégial, mais il y a aussi une nouvelle mode là, qui s'en vient depuis les dernières années. Si l'head coach ne vient pas te recruter en présentiel, c'est qu'il ne te veut pas vraiment. Comment tu réussis à vaincre ça? À l'école, c'était moi beaucoup qui m'en occupait, c'est sûr, de ce côté-là. Puis c'est sûr qu'on essayait j'essayais d'être en présentiel quand je pouvais, mais on était limité dans les opportunités. Il fallait que je choisisse mes moments aussi où je pouvais être justement dans le gym puis en personne. Mais oui, le point de contact principal, c'était moi. Puis j'avais pas nécessairement la flexibilité. Dans mon staff, on n'avait pas non plus d'adjoint à temps plein à l'ECAD. Donc mon staff qui était à temps partiel, je ne pouvais pas nécessairement leur demander de prendre en charge trop de choses du côté du recrutement. Donc c'était beaucoup plus moi qui lidais ça. OK. Puis là, après tes 2 ans à l'ECAD, là, tu bouges à Ontario Tech, c'est ça? Oui, exact. Ouais? OK. Pourquoi tu as décidé de bouger? Oui, ben écoute, vraiment pas une décision facile. Vraiment pas une décision facile parce que ben, je quittais un groupe que j'appréciais beaucoup, pour vrai. Puis ça a été difficile. Autant les athlètes que le groupe d'entraîneurs, tu sais, c'est du monde que j'appréciais beaucoup, puis avec qui j'avais tissé des bons liens. Donc, ça n'a pas été une décision facile, mais tu me demandes la raison. Principalement, au niveau personnel, c'est sûr que de me rapprocher de la maison puis d'être à distance où je peux revenir pour un week-end, je peux aller voir mon monde à Montréal. C'est sûr que ça fait une grosse différence de où on est situé. Puis après, je pense, pour être franc aussi, je crois en ce qui est en train d'être établi à Ontario Tech. C'est un jeune programme. C'est un programme qui existe seulement depuis 6 ans. Au niveau du basket. Donc, c'est tout jeune. Puis même l'université a un petit peu moins que 25 ans d'histoire. Donc, c'est tout jeune, mais c'est un programme qui, je pense, fait les bons choix. Je pense qu'ils investissent à la bonne place. Je pense qu'ils sont prêts à fournir les ressources nécessaires pour bâtir un programme du calibre que j'aimerais bâtir. Donc, ça fait partie des raisons qui m'ont amené à prendre cette opportunité-là. OK, super. Là, on a fait un petit peu le tour, je pense, de ton parcours dans les grandes lignes. À partir du moment, surtout que tu arrives head coach, même si tu es arrivé assez vite head coach en tant que tel, mais comment tu réussis à continuer d'apprendre à aujourd'hui puis à développer, ou plutôt à garder ton nez sur les tendances du basket? Ouais. Ben écoute, premièrement, je peux pas le faire autant que ce que je faisais avant, puis ça me dérange. Au quotidien, ça me dérange. Mais non, écoute, j'ai toujours été quelqu'un qui s'informait beaucoup. Initialement, j'ai pris avantage beaucoup de toute l'information qui était disponible en ligne, toutes sortes de plateformes, de ressources. Puis, mes premières années de coaching, c'était juste une espèce de collecte d'informations monstre que je me crée une banque. Et, après, ça a été après, c'est de comprendre qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'il y a plein de choses qui est partagé en ligne, qui est 100% pas pertinent. Mais c'est d'identifier les plateformes qui sont pertinentes pour tel aspect. Je sais que cette plateforme-là, c'est intéressant pour ce qui est tactique. Cette plateforme-là est intéressante au niveau développement individuel, au niveau culture, etc., etc. Donc, je te dirais que d'avoir déjà organisé ça, d'avoir déjà ces abonnements-là qui me feed naturellement maintenant, ça m'aide. Puis, il y a beaucoup d'introspection aussi là-dedans qui fait partie du développement. Je pense que je fais beaucoup d'analyses personnellement. Moi, comme coach, on filme tous nos entraînements. Fait que c'est de regarder ces pratiques-là, c'est de regarder en match. Une des choses que j'ai essayé de faire dans les dernières années aussi, c'est de me filmer en match sur le sideline, puis d'être mic'd up, puis d'être capable de voir comment est-ce que je suis en match, puis est-ce que c'est ce que je souhaite, est-ce que c'est ce que je souhaite comme interaction avec mes joueurs, etc., etc. Donc,
Ça en fait partie. Puis là, je m'éparpille un petit peu, là, mais tu peux peut-être clarifier si j'ai pas répondu. Non, non, je pense que tu commences à répondre à ce que je veux. Tu nous as parlé un petit peu de plateformes que tu utilises beaucoup. Es-tu capable de nous en nommer quelques-unes que soit que tu te réfères quotidiennement ou que tu aimes, deux, trois plateformes que tu utilises beaucoup ou de profils, si c'est Ouais. sur Instagram? Ouais, ben écoute, je pense pas que je pense que c'est des choses que les gens ils connaissent, là, c'est rendu assez populaire. Tu sais, pour l'aspect plus tactique, je pense que Slapping Glass, c'est une excellente plateforme, un excellent podcast. Ils sont plus orientés vers le basket européen aussi, ce qui est intéressant. Ils vont décortiquer des principes qui sont des fois un petit peu moins, on est moins familier de ce côté-là. Donc, je pense que tactiquement, pour moi, c'est la meilleure plateforme. En termes, tu sais, je suis un gros fan de Basketball Immersion, puis tu sais, je suis un membre depuis longtemps de ces plateformes-là. Transforming Basketball, j'achète leur message, j'achète pas la façon qu'ils le disent. Je pense qu'ils sont un peu arrogants dans leur message. Mais ceci étant dit, j'achète la philosophie là, pour la grande majorité là, du CLA, puis de l'approche par contrainte, etc., etc. Donc, ouais, rapidement, c'est ça, tu sais. J'essaie de penser à peut-être d'autres que je pourrais te nommer, là. Tu sais, pour ce qui est du shooting spécifiquement, Dave Love est excellent. Je pense que c'est pas mal la ressource numéro un. J'aime beaucoup, quoi son nom? Brianna Garza aussi. Je pense que son Ok. Instagram, c'est Shooters Shoot. Sur Instagram est vraiment excellente pour ce qui est tout spécifiquement pour le lancer. Donc pour en nommer quelques-uns. Ouais. Ah, bon, super, merci. Je pense que ça va permettre d'en faire connaître quelques-uns que pas tout le monde va connaître. On a parlé un petit peu de comment tu te fides en information. Maintenant, là, si on peut tomber un peu sur c'est quoi ta philosophie de jeu si on veut commencer un petit peu offensive, puis ensuite s'en aller sur tout ce qui est défensif. Ouais. Ben, écoute, offensivement, j'ai toujours préconisé d'entrée de jeu des systèmes qui sont pas trop rigides, des systèmes où il y a où il y a les joueurs ont de la latitude, ils ont de la flexibilité, ils ont des options à travers ça, puis principalement parce que je veux que ce soit imprévisible aussi. Tu sais, je pense que c'est les offensives qui sont les plus difficiles à défendre, c'est les offensives où il y a de l'imprévisibilité, où tu ne sais pas nécessairement la prochaine action, où il y a différentes options qui se présentent aux joueurs offensifs. Puis, donc, ça a évolué beaucoup pour moi de ce côté-là au niveau offensif. Euh, je pense que ça commence initialement pour moi l'attaque avec une distinction je pense que de faire comprendre aux joueurs la distinction entre une situation d'avantage offensive puis une situation où la défensive est neutre. Puis pour moi, c'est deux phases de jeu différentes. Puis c'est deux phases de jeu où on va jouer différemment. Puis on va avoir des concepts et des règles différentes. Fait que, tu sais, dans notre situation, dans nos situations d'avantage, on appelle, moi j'appelle ça notre point 5 game. Fait que quand on est dans notre point 5, on a des règles spécifiques. On a des règles spécifiques d'espacement, de réaction, de comment est-ce qu'on veut jouer dans cette phase-là. Puis après, quand la défensive est neutre, c'est de savoir vers quelle action on va aller pour générer un avantage. Donc, je pense que ça peut sembler super simple ce que je dis là, mais c'est la base. Puis je pense qu'il y a pas beaucoup. Je pense pas que les athlètes le comprennent nécessairement. Puis je pense que c'est important qu'ils le comprennent. Donc, ça commence vers là. Puis tu sais, je pense toujours dans l'aspect où je veux qu'on soit en avantage le plus souvent possible pour moi. Puis je pense que tous les coachs veulent la même chose, mais je veux qu'on soit en situation où on a un surnombre momentané, où on a un retard défensif. Puis la façon la plus facile de créer ces situations-là, c'est en transition offensive. C'est de pousser la balle rapidement. C'est là qu'il y a le plus de situations de surnombre je dirais, qui sont laissées sur la table, qui ne sont pas utilisées. Donc, mes systèmes partent beaucoup de jouer avec du pace, de jouer avec de la vitesse, de à quel point on est capable d'amener le ballon de l'autre côté le plus rapidement possible.
Donc, je préconise beaucoup des passes, des early pass ahead qu'on appelle, pour amener le ballon de l'autre côté puis maximiser ces situations-là. Puis, tu sais, c'est là que je rejoins, je pense, Loïc en parlait sur ton podcast, là, où il parlait un peu de son tableau périodique, puis il disait, qu'est-ce qui est la meilleure situation, 5 contre 0, 4 contre 0, 3 contre 0. Mais j'achète beaucoup ça. Effectivement, si tu es capable de pousser le ballon puis d'avoir une situation de 2 contre 2, même si c'est pas un surnombre, si tu es capable d'avoir un 2 contre 2, un 3 contre 3 avec plus d'espace, c'est beaucoup plus efficace. Donc, tout part pour nous de la transition. Tout part pour nous de savoir qu'est-ce qu'on veut créer comme lancer, quel genre de lancer on veut générer. J'ai une vision du basket qui est un peu, je pense, teintée statistiques avancées, analytics. J'achète quand même les chiffres. Donc, c'est sûr que je préconise beaucoup la transition. C'est quelque chose qui est clairement établi par les chiffres. Que tu regardes le classique, c'est quand ils sortent les chiffres à tous les niveaux. Là, la pire transition offensive est plus efficace en termes de points par possession que la meilleure attaque en half-court. Puis c'est pas mal vrai à tous les niveaux. Donc, c'est sûr, ça part de la transition, ça part de pousser puis de jouer vite. Puis après, je te dirais je veux qu'on puisse avoir du flow offensivement. Je veux pas que mes équipes poussent le ballon, arrêtent, passe au point de garde, et OK, on va exécuter telle action. Je veux qu'il y ait un certain flow par rapport à OK, c'est quoi notre espacement quand on est arrivé? Il est où notre 5? Puis après, on a certains principes, on a certains automatismes basés sur le spacing un petit peu. Puis je te dirais que je pense que c'est vers là que la game s'en va, beaucoup plus. Sur l'équipe un peu qui... Pas qu'on joue qu'on veut jouer comme ça nécessairement, mais de ce que je suis en train de parler, les Pacers cette année, c'est un peu ça. Man, à quel point ils sont rapides pour amener la balle de l'autre côté, puis à quel point ils sont rapides pour flow d'une action à l'autre, puis c'est super chaotique, c'est super imprévisible comme façon de jouer, mais ça a été les offensives les plus efficaces. 100% d'accord avec toi, puis j'aime ta philosophie, probablement ça accorde beaucoup dans ce que moi j'affectionne, puis dans ma vision, mais vraiment, vraiment d'accord avec tout ça. Puis là, on a parlé un petit peu du côté offense. Si tu veux partir sur ton principe défensif, si tu veux juste nous mettre un petit peu en contexte, est-ce que tu as une équipe qui a beaucoup de big, pas beaucoup de big, juste pour montrer ta réflexion qui s'est passée sur ce que tu runs en défense? Ouais, pas beaucoup de big. Pas beaucoup de big. Comme la plupart des clubs, je pense. Mais non, on était une équipe qui était relativement petite dans les dernières années. Puis en tout cas, dans mes dernières années à l'Eked, on était une de nos forces, c'était notre profondeur. Donc on était capable de jouer 10, même des fois 11 filles, qui est énorme, mais on était capable de rouler beaucoup. Puis donc, c'est sûr qu'on voulait jouer sur le tout-terrain, c'est sûr qu'on voulait utiliser notre profondeur de ce côté-là. Puis c'est quelque chose que, je crois à ça, nonobstant le roster nécessairement. Je crois à mettre une pression sur le tout-terrain puis à commencer ta défense un petit peu plus tôt. En partie pour ralentir la transition aussi. Puis je pense que c'est ce qui... Tu sais, des fois, on pense qu'on revient en défense, on back. Ça fait en sorte qu'on va négliger leur transition offensive, mais je pense que souvent, c'est l'inverse. Je pense que tu viens les aider dans leur transition s'il n'y a pas personne qui met de la pression sur un outlet, s'il n'y a pas personne qui vient empêcher un point de garde justement d'étirer son outlet puis de recevoir ça plus loin. Je pense que tu leur permets d'aller un petit peu plus vite que d'être dans leur face initialement, puis justement de les forcer à revenir plus proche. Surtout, je pense que, surtout rendu à ton niveau, mais les gardes commencent tellement à être bons que plus tu vas leur laisser du terrain, plus ils vont être capables de prendre de la vitesse, puis d'avoir de chances de te battre en 1 contre 1, puis là on tombe dans ce que tu nous avais parlé plus tôt, mais de créer un avantage offensif, puis là de tomber dans leur concept à eux. Oui, 100%. Donc c'est ça, pression sur le full court, j'y crois. Puis ça part aussi avec nos principes de transition défensive. Une des choses que j'ai adoptées, ça fait plusieurs années, on l'avait intégré aussi à Laval. Je pense plus qu'ils sont nécessairement, je pense pas qu'ils le font encore maintenant, mais le fameux tag up, le fameux tagging up en transition défensive, c'est quelque chose que moi j'adhère à ça. Donc essentiellement crasher tout le monde.
de façon intelligente, de façon intelligente, mais on crash 4 ou 5 filles, là, que ce soit, des fois c'est peut-être notre lanceur qui va pas crasher, mais on crash tout le monde. Puis essentiellement, ce qu'on veut, c'est se créer un match-up initialement sur le lancer. C'est pas nécessairement d'aller au rebond offensif à tout prix, c'est plus de se matcher défensivement. Et oui, des fois, ça crée des mismatchs. Oui, des fois, ça crée des situations où t'as pas nécessairement le match-up que tu veux, mais je préfère être à 5 contre 5, je préfère être matché sur le full court puis avoir une pression. Fait que ça, c'est le premier aspect. Non, du côté plus demi-terrain, ben j'achète beaucoup de forcer vers la main faible, de forcer vers les faiblesses. Puis il y a beaucoup de ce qu'on fait initialement qui a été pris des systèmes défensifs à Carleton avec Dave Smart, comme il y a beaucoup de programmes qui le font, puis je dirais probablement la majorité des programmes universitaires du côté féminin travaillent essentiellement de forcer main faible. Euh, comme du côté offensif, je veux me garder une certaine flexibilité aussi dans mes systèmes. J'aime que ce soit malléable d'un côté ou l'autre du terrain. Je veux pas quelque chose de trop rigide. Il y a des systèmes défensifs des fois, comme le système de Carleton, je pense que des fois, qui est un peu plus rigide de dire que hey, de ce côté-là du terrain, on est en choc, de ce côté-là du terrain, on est en ice. Puis c'est bon, ils ont eu tellement de succès avec ça aussi. Puis il y a d'autres systèmes, tu regardes le pack-line, tu regardes n'importe quel système défensif, il y en a des systèmes qui disent nous, on fait ça, coûte que coûte, c'est comme ça qu'on défend, puis vous allez vous ajuster à comment est-ce qu'on joue. Puis c'est correct, il y a moyen d'avoir du succès pour moi avec ça. Moi, je préfère avoir un petit peu plus de flexibilité dans pouvoir m'ajuster aux tendances individuelles, pour pouvoir m'ajuster sur des coverages d'un match à l'autre. Je pense que ça fit bien avec moi personnellement. Je pense que ça va dans mes forces. Je pense que la préparation de match, la préparation en termes de scouting des tendances individuelles, je pense que pour moi, c'est une force. Donc, je veux aussi avoir un système qui me permet d'avoir cette flexibilité-là du côté défensif. Ceci étant dit, je crois à forcer vers la faiblesse. Fait que, on est dans la grande majorité des cas à forcer main faible. Des fois, c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est main forte. Il y a certains athlètes qui sont plus à l'aise d'attaquer sur leur main faible que sur leur main forte. Donc, des fois, on va flipper ça de l'autre côté. Puis après, comme j'ai dit tantôt, ma vision, je pense que ta vision défensive doit tout le temps être un peu le contraire de ce que ta vision offensive souhaite faire. Fait que, moi, je veux qu'on court beaucoup offensivement, je veux qu'on joue avec du pace, donc c'est important pour moi d'avoir une pression initiale pour ralentir ça de l'autre côté. Offensivement, je crois beaucoup à mettre de la pression sur la bouteille. C'est quelque chose qu'on charte en équipe, c'est combien de fois qu'on a été capable de se rendre dans la bouteille pour se rendre aux lancers les plus efficaces, pour se rendre aux lancers francs, pour se rendre à des lay-ups, pour se rendre à des lancers où on a touché à la bouteille puis on kick-out pour des lancers de 3 points. De façon analytique, c'est les plus efficaces. Fait que, offensivement, c'est ce qu'on veut générer. Défensivement, c'est ce que j'essaye de protéger. Donc, on est beaucoup dans les gaps défensivement. On veut protéger la bouteille, on veut être compact. Puis, je parlais des lancers francs beaucoup, les free throws qui sont ce qui est de mieux. En fait, c'est ce qui peut arriver de mieux statistiquement, là, que tu te fasses fauter en termes de points par possession. Donc, défensivement, on met beaucoup d'emphase à être discipliné défensivement, à ne pas fauter, à faire comprendre aux filles que c'est une erreur de fauter quelqu'un, puis c'est littéralement la pire chose qui peut arriver dans la possession, c'est d'envoyer quelqu'un au lancer franc. Donc, on passe beaucoup de temps à défendre près du panier sur des wall-up. Puis ça implique qu'on va essayer de bloquer moins de shots. Puis oui, des fois, on va concéder des lancers par-dessus nous qui sont plus difficiles, mais disons qu'on croit qu'à long terme, si on va vivre avec ces lancers-là, puis on va pas les envoyer au lancer franc, on va essayer d'être discipliné de ce côté-là. Je trouve ça le fun d'entendre ça parce que c'est pas un discours qu'on a souvent des entraîneurs, ça, d'empêcher l'équipe adverse au maximum d'aller au lancer franc. En fait, souvent ils en parlent, mais ils pratiquent pas pour ça. Là. Ils essaient quand même de typer des balles dans les pratiques, ils essaient quand même de typer toutes les balles possibles en match. Je trouve ça cool aussi d'avoir un discours qui parle
statistiquement, c'est le lancer le plus payant, fait qu'on va essayer de l'enlever le plus qu'on peut. Je pense que d'en donner 0, c'est impossible, mais tu sais, d'en donner 7, 8, 12... Déjà là, je pense que c'est de quoi qui est un petit peu plus possible. Je te laisse continuer. Ben non, mais j'allais dire, en fait, ça, je te dirais, dans les dernières années, c'est quelque chose où je me suis dit, tu sais, on a essayé de redoubler d'emphase là-dessus, surtout en regardant, tu sais, je regardais Saskatchewan beaucoup du côté féminin, qui ont gagné le national, tu sais, puis défensivement, si tu regardes, tu sais, la chose que je remarque chez elles le plus, c'est à quel point ils sont disciplinés défensivement, à quel point ils finissent leur possession. Ils sont, tu sais, ils vont pas prendre des risques inutiles du côté défensif, ils vont juste être sound, solid, puis ils vont finir leur possession. Moi, je me dis, comment tu as réussi à bien l'apporter en match, en pratique, excuse-moi, pour bien l'apporter en match éventuellement, parce que ça reste difficile si des entraîneurs qui sont pas universitaires, qui veulent apporter ça. Tu sais, on a plus petit staff, moins de monde. En même temps, tu veux continuer de coacher, fait que tu peux pas passer ta pratique à arbitrer. Fait que comment tu as fait pour réussir à mettre ça en place? Ouais, ben c'est des breakdowns. Des fois, c'est des petits... On a un concept qu'on appelle wall-up. Donc, essentiellement, c'est ce qu'on veut faire à partir du moment où quelqu'un ramasse son dribble, que ce soit sur un gather pour aller lancer au panier ou quelqu'un qui ramasse son dribble en plein milieu du terrain ou peu importe. Pour nous, on veut essayer de développer un automatisme de wall-up, c'est-à-dire de venir shrinker l'espace entre les deux, right? Puis d'amener nos mains hautes, right? Puis de venir anticiper. Pour nous, on veut toujours anticiper un petit peu plus du côté de leur main forte. Donc, c'est une habitude qu'on essaie de driller. Des fois, c'est juste des breakdowns où on fait... C'est pas quelque chose qu'on fait longtemps, mais quelques minutes où on se met 2 par 2 au panier, puis on a un dribble, tu ramasses, wall-up, puis à partir de là, on joue pour le rebond. Fait qu'on vient juste essayer d'enlever le réflexe de vouloir sauter, de vouloir lever, de vouloir baisser les bras. C'est quelque chose qui prend de la discipline. C'est pas facile à implanter, honnêtement. Là. Ok, super, merci. Je pense que ça va créer des pistes de réflexion un petit peu sur ce qu'on se parlait au début du podcast, mais pour les autres entraîneurs qui pensent que c'est possible. Je pense que chez les filles, ça peut être très, très, très efficace. Ouais. Chez les gars, je me demande à quel point... Je pense que chez tes gars, ça dépend beaucoup de ton contexte d'équipe. Ouais. C'est sûr, si t'es très grand, très athlète, est-ce que je vais empêcher mes gars de sauter? Je sais pas. Assurément, je vais les empêcher d'utiliser les bras. Mais à l'inverse, si je suis très petit, under-size surtout, est-ce que vraiment c'est si rentable que ça, sauter sur toutes les possessions puis envoyer l'autre au lancer franc? Mais je pense que c'est une belle piste de solution, ou en tout cas une belle piste de réflexion. Ben, je suis d'accord, je vais juste enchérir sur ce que tu dis. Là. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a certaines choses, il y a certains choix tactiques ou techniques qui sont propres au niveau féminin, puis que peut-être je ferais différemment du côté masculin, puis ça, c'en est un aussi. Puis tu sais, je pense que du côté masculin, surtout à haut niveau, tu sais, ce qui est drillé beaucoup, c'est d'être vertical dans notre saut. Tu sais, est-ce qu'on est capable de passer d'une situation d'aide à venir closer puis à être vertical, tu sais, à sauter nord-sud. Je pense que ça, c'est des beaux réflexes. Mais tu sais, la game, elle se joue pas beaucoup dans les airs du côté féminin. Donc, nous autres, on est plus à rester solide au sol. Super. Merci d'avoir clarifié. Je pense que ça rend ça très clair. Puis surtout, c'est bien expliqué, c'est assez visuel. Bon, tu as vécu un petit peu la game universitaire du côté du Québec. Maintenant, tu as vu du côté de l'Ontario. C'est quoi les principales différences que tu vois? On peut commencer, je pense que la Ligue, le fait que tu en joues 4 autres équipes, puis là, tu en joues beaucoup plus, c'en est un. Mais avec ça, c'est quoi les autres différences que tu ressens sur les philosophies de jeu, un petit peu dans tout ça? Ben, plusieurs différences. Je dirais... D'entrée de jeu, l'arbitrage, un petit peu différent. Je pense que c'est un petit peu plus permissif au Québec en termes de contact de ce que tu as le droit de faire défensivement spécifiquement. Donc ça en est une différence. C'est sûr que moi comme coach, c'est différent dans notre horaire aussi parce que, premièrement, on joue un petit peu plus de matchs. Ça implique qu'on en joue, la majorité du temps, on en joue 2 par semaine. Puis souvent, on joue back-to-back. Souvent, on joue vendredi-samedi, chose qu'au Québec, je n'étais pas habitué à ça. Souvent, au Québec, notre horaire, c'était jeudi-samedi ou encore une game le samedi où tu peux te concentrer à 100% sur ce scout-là.
Donc, de ne pas avoir de jour entre les matchs, ça fait que ta préparation est différente, surtout quand tu as deux équipes différentes. Donc, ça vient à challenger un petit peu à OK, comment est-ce que je structure ma semaine pour être capable de me préparer pour les deux. Puis après, tu sais, il y a tout l'aspect aussi de jouer back-to-back, de jouer la même équipe vendredi, samedi. C'est ça, je l'avais vécu au Québec jeudi, samedi, mais vendredi, samedi, c'est un peu différent. Tu sais, tu t'ajustes sans nécessairement avoir eu la chance d'aller sur le terrain, tu sais, avoir un jour de pratique, un jour de repos. Je pense qu'aussi, tu sais, c'est sûr que notre ligue tu sais, on a beaucoup plus d'équipes dans la ligue, donc il y a beaucoup plus de styles différents aussi auxquels tu fais face. Donc, ça demande une certaine adaptation aussi comme coach, tu sais. Puis, il y a des coachs excellents dans la ligue, tu sais, beaucoup de gens pour qui j'ai énormément de respect, donc, puis beaucoup de gens qui jouent différemment aussi. Donc, d'être capable de s'adapter d'un style à l'autre, ça a été une des différences là aussi. Puis, t'en as parlé un petit peu, là, comment tu réussis à gérer, bon, ben, jeudi, tu joues une équipe, exemple, peu importe, là, mais tu joues deux équipes de style complètement différents. Comment tu réussis à gérer ça sur ta semaine? Ben, tout est relatif à ton équipe, puis à où est-ce que tu es. Tu sais, des fois, c'est pas des choses nécessairement que tu dis aux athlètes, mais des fois, tu te prépares pour une plus que pour l'autre. De façon réaliste, tu te dis, OK, c'est celle-là qu'on target un petit peu plus, même si évidemment on veut toutes les gagner, mais des fois, stratégiquement, tu veux te préparer un petit peu plus pour celle qui est plus importante en termes de classement. Mais tu sais, j'ai jamais vraiment aimé de parler du deuxième match avant. Tu sais, on parle du premier. On parle du premier, mais essentiellement, ce que je fais, c'est, mettons que j'essaie de glisser certaines choses au début de notre semaine qui va être qui va faire partie de ce qu'on fait. On va travailler sur nos choses, mais sans que les filles le sachent, on se prépare un peu pour telle situation. Je le sais qu'ils vont nous jouer de telle façon. Je sais que leur défensive d'écran, c'est ça. Ben, ça se peut que le mardi, on joue contre cette défensive-là des écrans. Mais mon approche à moi, c'était on passe au prochain match quand on est rendu là. Euh, c'est sûr que tout ce qui est scouting report, puis les match-ups, etc., tout ça, on les partage aux filles dès le début de la semaine pour les deux matchs. Mais on parle du premier quand on vient à faire nos meetings en équipe. On commence par parler du premier, puis le lendemain, on tourne la page, puis on parle du premier. Super, puis bon, dans toutes les équipes, ça arrive. Beaucoup de conflits, beaucoup d'attentes dans les équipes, beaucoup d'ego dans les équipes. Comment tu réussis à tempérer tout ça, puis faire en sorte que tout ça se mixe? Je pense que, tu sais, d'abord, c'est d'être clair avec les attentes, d'être clair avec. Tu sais, souvent, les problèmes viennent du fait qu'on veut essayer de pas être 100% honnête avec, tu sais, des fois quelqu'un que tu sais que son rôle, tu sais que cette personne-là va pas avoir de temps de terrain ou va avoir très peu de temps de terrain. Tu sais, je pense que c'est d'être honnête d'entrée de jeu, puis d'être capable de dire, tu sais, voici notre perception. Ça veut pas dire que ça peut pas changer, mais tu sais, au moment où on se parle, c'est tu sais, pour telle raison, c'est ce qu'on voit comme coaching staff. Fait que je pense que d'établir ces choses-là, c'est important. Euh, tu sais, d'établir nos attentes aussi en termes de notre groupe puis notre programme, tu sais, c'est des choses auxquelles je crois beaucoup, c'est de travailler en collaboration avec les filles puis d'établir c'est quoi nos standards d'équipe, c'est quoi nos attentes, c'est quoi nos non négociables, vers quoi on veut aller. Puis je pense qu'après, ça facilite ces discussions-là, ça facilite quand tu as un problème qui survient, c'est de revenir vers ça. Tu sais, tu reviens à tes standards, tu reviens à tes choses qui essentiellement viennent de ton équipe, viennent du groupe. Donc après, c'est un peu plus facile, je pense, de gérer ces conflits-là. Super, merci. Ensuite, on va commencer peut-être personnellement, mais ensuite collectivement, as-tu un rituel ou une routine d'avant-match à toi personnellement, puis ensuite avec ton équipe? Pour mon équipe, je dirais, je laisse ça beaucoup au groupe, là. C'est sûr qu'on a une routine de pre-game là, qui va s'installer sur le terrain, etc. Mais avant ça, je pense que chacun a sa propre façon de se préparer pour un match, puis c'est pas quelque chose que je veux pas nécessairement empiéter là-dessus.
Pour moi, personnellement, c'est une des choses que j'essaye d'intégrer un petit peu plus dans les dernières années, c'est de la méditation, c'est du contrôle de respiration, ces choses-là. Pour moi, personnellement, ça m'amène dans un stade où je veux être un petit peu plus avant un match. Mais sinon, c'est beaucoup de reviews de notre scouting, de voir, OK, situation spéciale, est-ce que je veux juste être sûr d'être prêt à tous les scénarios. Je veux être sûr que, OK, s'il y a une situation, souvent, maintenant que tu en parles, je réalise que je fais ça, là, mais souvent, je vais regarder justement les situations spéciales. Fait que je regarde, OK, si on se retrouve dans une situation où on a besoin d'une 3, qu'est-ce qu'on priorise? Est-ce qu'on se retrouve dans une situation où on a besoin il reste 0,5 secondes, on a besoin d'un lob. Je veux juste m'assurer qu'on est prêt pour ces situations-là. Fait que je te dirais que c'est peut-être les deux choses que je fais un peu plus comme routine. On va terminer avec quelques petites questions. Je vais toucher un petit peu partout. J'en ai 5-6. Tu réponds. Ça peut être des longues réponses comme ça peut être de quoi de plus court. Juste pour cerner un petit peu le reste de ta personne. Ton drill préféré? Drill préféré. La réponse courte, c'est 5 contre 5. C'est mon drill préféré. Non, écoute, je suis pas. C'est sûr qu'on va toujours travailler avec des exercices différents. J'aime ça quand même changer, mix it up un petit peu dans ce qu'on fait. Il y en a un qui me vient en tête parce que tantôt on parlait de la notion d'avantage, puis de comprendre avantage versus nerd, puis d'être capable de jouer dans ces phases-là. Un exercice que j'aime bien peut être fait autant souvent. Mettons 3 contre 3, c'est probablement le plus petit format, mais souvent on le fait à 4 contre 4 ou à 5 contre 5. J'appelle ça narrow feet. Donc on commence dans une situation où les filles se placent dans un spacing complètement aléatoire. Donc travaillent avec que ce soit nos spots au périmètre, ils peuvent travailler avec le dunker spot, peu importe. Puis en fait, il y a une fille avec le ballon qui commence par exemple au slot. La fille qui défend le porteur de balle, essentiellement, se positionne avec ses 2 pieds sur la ligne de 3 points, puis ses 2 pieds sont collés ensemble, si tu visualises. Fait que les pieds sont collés, puis essentiellement, on commence avec la fille qui a le ballon va simplement se faire une passe à elle-même, comme si elle rentrait dans une passe, puis elle va driver sur cette première attaque-là. La fille qui a ses pieds collés, on donne un signal comme coach. Fait que c'est un signal sonore, c'est moi qui dis « go », puis à partir du moment où elle entend « go », elle peut bouger. Donc moi, je joue un peu avec l'avantage comme ça. Fait que des fois, mon go va être super early, avant même que la fille offensive ait attrapé le ballon. Puis là, on va se retrouver dans une situation où probablement que la défensive est neutre. Ou des fois, je vais le caler un petit peu plus tard. Puis là, on se retrouve dans une situation d'avantage offensif. Et défensivement, c'est un exercice qu'on utilise beaucoup pour travailler nos rotations aussi. Nos rotations défensives, puis être capable de réagir, puis essentiellement, tu sais pas de quel côté la balle va aller. Fait que c'est un exercice que j'aime beaucoup. Souvent, on fait 3 répétitions consécutives pour l'attaque, puis on flippe par la suite, puis on se rend à un certain score. Donc, je sais pas si c'est mon drill préféré, mais c'est ce qui m'est venu en tête quand tu m'as posé la question. Ton coach ou ton mentor qui t'a le plus aidé? Écoute, il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de monde qui m'ont aidé dans mon parcours. Je pense à Eddie Pomikala m'a aidé beaucoup. C'est quelqu'un je pense qu'il a aidé beaucoup de coachs dans la communauté de basket au Québec, mais quelqu'un avec qui j'ai une belle amitié, puis qu'on a eu beaucoup de conversations ensemble. Guillaume a été quelqu'un qui a eu beaucoup d'impact dans ma carrière de coach. Après, j'ai beaucoup de mentors aussi. J'ai eu la chance de travailler, d'être impliqué un petit peu brièvement avec PGC Basketball dans leur camp d'été. Ça a été des expériences incroyables pour moi. Puis il y a des gens que j'ai rencontrés dans ce milieu-là. Je pense à Mano Watsa, je pense à TJ Rosine, des coachs qui, encore une fois, j'ai énormément de respect, puis des gens qui veulent sincèrement aider les gens autour d'eux. Donc, c'est ces gens-là qui me viennent en tête, je te dirais.
rapidement. Un match que tu n'oublierais jamais. Que je n'oublierai jamais. Ça peut être comme joueur comme entraîneur. Non, ben, je ne le dis pas pour les bonnes raisons. Mais mon dernier match à Laval, on l'a perdu en demi-finale provinciale sur un buzzer beater contre UQAM, donc c'est peut-être pas ça. Non, celle-là, elle avait fait mal. Non, Caroline, je me souviens d'un match qu'on avait eu au Collège Laval, c'était notre senior night. C'était une des bonnes équipes qu'on avait eues au Collège Laval. Je me souviens que c'était contre Brébeuf, Brébeuf Montréal. On jouait avec qui était Mehdi Stambouli qui coachait cette équipe-là. Puis on avait gagné le match en prolongation. Sidney Gauthier, qui était notre meilleur joueur, avait eu un match, il avait fait 45 points. Je pense qu'il était 17 en 21 du field. C'était juste une game qui était assez impressionnante. Puis Mehdi, c'est un bon ami à moi aussi. Donc c'était le fun d'avoir ce match-là contre lui aussi. Là. Une erreur que tu as déjà fait que tu ne referais plus. Ouais. Je dirais peut-être. Ben, c'est plus des apprentissages, mais je pense que quand j'étais jeune, j'étais encore jeune coach, mais quand j'étais plus jeune dans ma carrière, j'étais très planif. J'étais très rigoureux dans ma planification annuelle, puis je pense que dans plusieurs cas, ça m'a limité, puis j'étais un peu prisonnier du plan que j'avais établi au départ. Ce que j'ai appris avec les années, c'est d'être beaucoup plus ouvert, d'être beaucoup plus flexible, tu coaches ton équipe, puis il n'y a pas personne d'autre qui connaît ton équipe. Puis tu peux pas anticiper ce qui va se passer dans ta prochaine saison. C'est impossible. Chaque saison est différente, chaque groupe est différent. Puis c'est impossible d'être capable de prévoir quels vont être les besoins. Tu connais pas encore les dynamiques dans le groupe, tu connais pas. Il y a tellement d'inconnus. Je pense que c'est des choses que je me suis adapté un petit peu, puis maintenant, je planifie beaucoup plus par petits blocs que pour une demi-année ou pour une année. Je pense qu'il faut tout le temps que tu te poses la question, qu'est-ce que ton équipe a besoin? Qu'est-ce que mon groupe a besoin en ce moment? Puis des fois, ça veut dire scratch, qu'est-ce que j'avais planifié? Je voulais qu'on roule telle affaire. Hey, oublie ça, man. Je nous vois jouer, là. Je vois c'est quoi les forces de cette combinaison-là. Faut qu'on fasse ressortir ça. Faut qu'on fasse ressortir nos forces. Plus que je veux rouler tel système ou telle action ou peu importe. J'aime beaucoup le fait que tu parles de planification sous forme de bloc un petit peu. Est-ce que tu essaies quand même de te faire un plan global pour la saison ou même plus c'est vraiment juste bloc par bloc puis on y va étape par étape? Ouais. Ben, qu'est-ce que je fais? Puis ça, c'est super personnel, là, mais moi, ce que je fais, c'est que j'établis essentiellement tout ce que je veux mettre en place. Fait que tout ce que je veux intégrer, je me fais une section de transition offensive, half-court offense, half-court defense, transition défensive. Tout ce qu'on veut enseigner, tout ce qu'on a besoin de mettre en place. Puis après, c'est une des choses que j'ai commencé à faire dans les dernières années, c'est de tout rentrer dans les 2 premières semaines. Puis c'est essentiellement un énorme overload du côté cognitif, puis j'en suis conscient, là, puis je le dis aux filles aussi, je dis les filles, je m'attends pas à ce on se rappelle tout de tout ça, mais j'implante tout rapidement dans les 2 premières semaines, puis après, c'est là que j'y vais avec plus, OK, je nous regarde jouer, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a besoin de... Parce que des fois, il y a des choses que tu dis, il faut qu'on travaille ça, puis soudainement, tu le mets en place, tu les regardes jouer, puis t'es comme, hey, tu sais quoi, ils le font bien. Naturellement, ils le font bien. Tu sais, je voulais passer du temps à dire, travailler sur nos corridors en transition offensive, puis de savoir où est-ce qu'on veut courir. Je regarde les filles jouer, ils le font naturellement. Mais c'est comme cancelle ça, on va passer au prochain, on va passer à ce qui est besoin. Ou des fois, c'est le contraire. Tu te dis, hey, je pensais pas qu'on allait devoir enseigner ça, mais les filles le font pas. Donc, il va falloir qu'on l'intègre à la planif. Puis après, c'est ça. Comme je te dis, je passe plus des fois des blocs de 2 semaines où je me planifie pour 2 semaines. Quand on est en saison, je te dirais, ça tombe plus même un bloc de 1 semaine parce que souvent, c'est spécifique à notre adversaire, c'est spécifique à ce qui s'en vient. Bon. C'est ma méthode, c'est ce que j'ai développé, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la bonne. C'est ce avec quoi je suis familier. Mais je pense que tu l'as bien dit, je pense que tout le monde doit avoir sa formule un peu différente.
Mais assurément que d'y aller par bloc, au moins ça te permet de ne pas être trop dans l'anticipation, mais de pouvoir quand même anticiper ce qui s'en vient puis d'essayer de créer une continuité. Personnellement, je vois beaucoup la planification sur des moyennes longues périodes sur un plan d'impro. C'est ma ligne principale, mais je me laisse le droit d'improviser dans tout ça. Puis bon, je te supposé aller là, ça se peut que j'aille à l'opposé total quand même. Ouais. Puis je terminerai avec un joueur que tu as coaché qui te marque. Je pense que c'est dur d'en dire juste un, mais tu peux en nommer deux, trois. Écoute, sincèrement, je pense que mon groupe de Lakehead dans les dernières années, en termes d'individus, en termes d'être capable de mettre l'équipe avant elle-même, je pense que j'ai été choyé de ce côté-là. Euh, donc, ouais, je dirais certaines nos filles, tu sais, Paula Lopez me vient en tête, qui est une fille d'Espagne qu'on avait dans les dernières années, qui était, tu sais, j'ai pas vu souvent un leader aussi altruiste. J'ai pas vu souvent une fille qui était aussi, je dirais, sincère dans à quel point elle est heureuse pour le succès des autres, puis au détriment de son succès à elle, souvent. Il y a eu des moments dans l'année où elle jouait beaucoup moins, puis c'était notre leader dans l'équipe. Puis il y a eu des moments, comme je te dis, dans l'année où elle était à 10 minutes ou même moins de 10 minutes par match. On dirait que ça l'a jamais affecté son leadership, sa façon justement d'amener de l'énergie puis d'être heureuse pour le succès de ses coéquipières. Donc ça m'a marqué, c'est certain. Je te remercie pour ta présence. Merci d'être venu au podcast, d'avoir un petit peu parlé de ton parcours, de ce que tu es, des principes que tu coaches en ce moment. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir, Félix, d'avoir été là. C'est le fun. Puis ça me fait plaisir de jaser de basket n'importe quand. Donc, que ce soit toi ou n'importe qui veut jaser, ça me fait toujours plaisir de partager. Merci beaucoup d'avoir été là jusqu'au bout. J'ai eu la chance d'avoir Hugo avec nous. C'était un épisode qui était incroyable. J'espère que sa vision et son parcours t'ont inspiré. Si t'as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager, à t'abonner et à laisser un avis. Ça aide vraiment, vraiment le podcast à grandir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Dans le prochain épisode, j'ai la chance de recevoir Julien Lapointe. À bientôt sur le 5e quart.